Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Observactu TV dans ce grand entretien croisé. Nous vivons une époque de rupture. Les certitudes géopolitiques sur lesquelles reposait la stabilité des 30 dernières années s'effondrent sous nos yeux. Jamais, depuis la fin de la guerre froide, la carte des tensions internationales n'a paru aussi complexe et imbriquée. Alors que les conflits armés se chevauchent et que le duel sino-américain redessine la carte du monde, nous faisons face à un véritable archipel des crises. Les événements récents au Proche-Orient, en Méditerranée ou en Amérique latine ne sont pas des secousses isolées. Ils témoignent de la saturation du hard power conventionnel et du report de confrontation vers la contrainte hybride et l'asphyxie ciblée. L'Europe, de son côté, traverse une crise existentielle sans précédent. Entre déclin économique, perte d'influence et montée en force des extrêmes droites, le vieux continent n'est plus seulement spectateur, il est directement exposé au contre-coup de ces fronts asymétriques. Le monde est-il en train de changer de visage? Assistons-nous à la naissance d'un nouvel ordre multipolaire ou à l'avènement d'un désordre durable marqué par la géopolitique de la friction? Pour répondre à ces questions fondamentales, nous croisons aujourd'hui deux grilles de lecture, celle de Félix Marcard, qui interroge les défaillances des élites, la mobilité et les dynamiques globales, et celle de Saïd Bouamama, qui analyse ces tensions à travers le prisme de l'anti-impérialisme, des luttes de classe et des rapports de domination. Ensemble, nous allons analyser la cartographie de ces conflits, la vulnérabilité de l'Europe, les perspectives de ce monde en mutation. Bonjour Félix, bonjour Saïd, et merci infiniment d'être avec nous. Je rappelle pour nos auditeurs que nous sommes en diffusion en parallèle avec Black Elephant, la chaîne donc de notre ami Félix. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Nassera, bonjour Saïd. Alors, le monde est-il réellement au bord d'un volcan géopolitique, de la guerre d'usure en Ukraine aux embrasements du Moyen-Orient, en passant par le duel commercial Washington-Pékin, on entend partout que le monde bascule. Faisons-nous face à une simple recomposition géopolitique avec de nouveaux acteurs ou les crises actuelles révèlent-elles une rupture incontrôlable? Pour commencer, Saïd, sommes-nous entrés dans un monde multipolaire en observant l'élargissement des BRICS et la volonté de dédollarisation? Assiste-t-on à la fin définitive de l'hégémonie occidentale menée par les États-Unis ou seulement un redéploiement agressif de leur puissance? Il faut toujours être prudent lorsqu'on analyse des phénomènes aussi importants que ceux qui se déroulent aujourd'hui, qui est à dire en réalité le changement d'air. Je pense que nous changeons d'air. Je pense que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est véritablement une domination pluriséculaire, celle qui a amené une partie du monde, l'Europe, et le type d'économie qui se mettait en place à ce moment-là, qui est le mode de production capitaliste, et son enfant, le colonialisme, qui domine le monde depuis 5 siècles. C'est ça qui est aujourd'hui ébréché. Moi, je ne dirais pas qui est entièrement vaincu, qui est ébréché, qui est remis en cause par un certain nombre de processus objectifs qui sont incontestables et qui sont la montée d'un certain nombre de puissances non occidentales au niveau économique, en particulier de la Chine, et autour de la Chine, une dynamique d'un certain nombre d'États que l'on dénomme les BRICS, qui se sont donné ce nom-là, mais également des dynamiques de mutation technologique et scientifique qui font que l'Occident n'est plus celle qui donne le là au niveau de dimensions technologiques et scientifiques. J'ai eu l'occasion de le souligner dans une émission précédente lors de cette chaîne. Lorsque l'on regarde les résultats technologiques et scientifiques, eh bien, un pays comme la Chine dépasse largement aujourd'hui, sur 7 secteurs stratégiques sur 10, dépasse largement les USA et l'Europe réunie. Le nombre de brevets qui sont déposés au niveau scientifique est également supérieur. Bref, il y a un basculement au niveau commercial, au niveau technologique, au niveau scientifique. Et bien entendu, cela a des conséquences sur l'accès aux richesses mondiales. Et en particulier sur le fait que les économies occidentales se sont construites sur la base d'une rente qui était prélevée sur le reste du monde. D'abord avec la colonisation directe, ensuite avec les mécanismes de néocolonialisme, et puis pour les États-Unis, avec le dollar comme monnaie internationale, et qui plus est, depuis que les États-Unis ont unilatéralement décidé d'enlever l'équivalence en or du dollar. Et donc on a là
une économie mondiale qui était en place et qui permettait des surprofits. C'est ça qui est remis en cause aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de cette ère-là? Non, c'est un rapport de force. Il y a une dynamique et une tendance qui va vers cela, et il y a des réactions de ceux qui ne veulent pas perdre leur place au soleil, bien entendu. Et je pense que nous assistons aujourd'hui à la tentative des États-Unis, quelles que soient les conséquences, et c'est ça qui est inquiétant pour l'humanité, quelles que soient les conséquences, de maintenir une hégémonie qu'ils ont perdue sur le plan technologique, scientifique, commercial, économique, de la maintenir par la force. Je pense que Trump n'est pas un fou. Je pense qu'il ne représente pas simplement un clan ou un personnage. Je pense qu'il représente la tentative d'un système de se maintenir alors qu'il est dépassé historiquement. Et donc, je pense que nous sommes à l'ère d'États-Unis séniles qui tentent de se maintenir pour préserver leur super profit. Et ils sont prêts à tout pour cela. Quand une bête est blessée, c'est là qu'elle est le plus dangereux. Et effectivement, on le voit bien avec le génocide en Palestine, on le voit bien avec la guerre en Iran. Maintenir les surprofits à tout prix peut conduire à des catastrophes et conduit déjà à des catastrophes. Félix, je m'adresse à vous. Cette impression de désordre vient-elle d'une impuissance des élites libérales à lire le monde actuel ou d'une réelle émergence d'un ordre alternatif concurrent? Est-ce le ressentiment du Sud global que l'Occident a sous-estimé ou un discours opportuniste porté par Pékin ou Moscou? Alors, merci de m'accueillir, chère Nacera, dans cette émission. Je voudrais commencer par dire toute l'admiration que je voue au travail de Saïd Bouamama. Donc je suis assez. En anglais, on a un terme qui n'existe pas en français, qui est quand on est un peu. C'est le terme humbled. C'est quand on est dans ses petits souliers parce qu'on est. Voilà. C'est à mon sens pas un hasard que le mot n'existe pas en français. Mais en tant qu'Américain, en tant qu'Austro-Américain, je me sens humbled d'être mis au niveau de Monsieur Bouamama. Donc voilà, d'abord, merci beaucoup de m'accueillir. Je dirais, en fait, moi je voudrais surtout d'abord partager l'essentiel. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à la présentation qu'a faite Saïd Bouamama à l'instant. Je constate que le changement d'air est en cours. La question c'est combien de temps ça va prendre? Comme mes amis me font souvent remarquer, Rome a pris des siècles à se déliter. Je pense que le début de la fin de l'ère occidentale est derrière nous. Ça, pour moi, c'est acquis. Et quant à moi, j'aurais une analyse, j'ai une grille de lecture un petit peu particulière en tant que croyant. C'est que je suis convaincu que la sécularisation sera le phénomène qu'on nomme sécularisation, qui d'ailleurs n'est pas ce qu'on prétend que c'est, est un phénomène donc c'est un phénomène séculaire qui a plusieurs siècles, et je pense que le début de la fin date de ça. Quand les Européens se convainquent que Dieu est mort, tout en réalité, comme Feuerbach le disait, en prenant sa place ou en faisant mine de prendre sa place, l'homme blanc occidental, en fait, ouvre une boîte de Pandore qui est en train de lui exploser à la figure. Parce que, voilà, bon, je ne vais pas rentrer plus avant dans cette partie-là de mon analyse, mais je pense que le problème ne date pas de Trump ou même des 30 dernières années. C'est un phénomène qui est lancé depuis longtemps. Pour ce qui est de ce qu'on est en train de constater, je pense que je serais peut-être un petit peu plus. Je pense qu'on a toujours, on se sent toujours un peu plus légitime peut-être à critiquer la culture d'où nous venons. Et moi, en tant qu'Américain, je pense que on est dans une situation où l'accélération de la désintégration de la légitimité et de la crédibilité américaine, que beaucoup de gens n'aiment pas les États-Unis, beaucoup de gens les portent pas dans leur cœur depuis, ça fait quand même belle lurette, mais je pense que Trump a mis des choses en branle, est en train de se heurter à des phénomènes en fait qui ne sont pas du ressort de l'Occident.
Et donc, il est en train de précipiter une lame de fond qui va renverser beaucoup de choses sur son passage. En fait, c'est notamment la fin d'une ère caractérisée non seulement par l'impérialisme et le colonialisme et le gaslighting industriel de l'Occident, puisque on vous pille, on vous assiège, on vous massacre, on vous esclavagise, tout en vous expliquant que nous vous civilisons. C'est là que c'est quand même costaud la machine. Bref. Donc, je pense pas que ça soit juste ça qui soit en train de se déliter. C'est aussi la fin des thalassocraties, puisque avant les États-Unis, c'était le Royaume-Uni, enfin l'Angleterre qui dominait le monde. On est en train de voir avec la crise au détroit, enfin centrée autour du détroit d'Ormuz, que en réalité les porte-avions qui sont l'essence de la stratégie militaire américaine et européenne et britannique depuis 300 ans, enfin pas les porte-avions mais la marine, et l'incarnation de cette stratégie est depuis la Deuxième Guerre mondiale les porte-avions. Les porte-avions, ils restent à leur place là. Les porte-avions, on veut pas les mettre trop près de là où ça chauffe, parce que s'il y en a un qui coule, et ça les Américains l'ont très bien compris et les Iraniens aussi, s'il y en a un qui coule, c'est fifi nini. L'Occident est complètement à poil. Donc il y a ça qui est en train de se passer. Je pense qu'aussi on a une comment dire. J'accueillais il y a quelques jours 2 Africains de l'Afrique anglophone et j'ai posé une question sur l'accélération de la crise de légitimité et de crédibilité de l'Europe depuis en particulier Gaza, les fichiers Epstein et la crise avec l'Iran. Et il y en a un des deux qui m'a sauté dessus, qui m'a dit « Mais en fait, les gars, il n'y a que vous qui pensiez que vous étiez crédibles jusqu'à présent. » En fait, c'est dans votre tête, cette crédibilité, elle est désintégrée. Enfin, elle n'a pas été là depuis très longtemps. Donc, en réalité, c'est pas ça qui se désagrège, mais il y a quelque chose dans le fait que tous nos enfants, puisque les boomers, les Gen X, donc les gens de ma génération, sont pas tous forcément sur TikTok, sur Twitter, etc. Mais pour les plus jeunes, ils le sont et ils constatent en temps réel, ils voient sur leur smartphone la dissonance cognitive entre ce que racontent les adultes de leur société et les leaders de leur société respective et la réalité d'un génocide en temps réel sur leurs écrans. Donc, en fait, je pense qu'on est en train de voir comme les parents écoutent leurs enfants. Il y a un changement de braquet dans la compréhension du monde de tout le monde. Je voudrais partager une slide qui, à mon avis, atteste de ceci. Alors, je ne peux pas la partager. J'ai pu la charger, cher Adel Jelil, mais je ne peux pas la partager. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer une nouvelle fois, juste au cas où. Non, je peux pas plus la partager. Non. Bref, il y a une étude publiée très récemment il y a un peu plus d'un mois par le Pew Center. Moi de toute façon, j'attribue pas énormément de valeur à ce que sort cet institut, mais il y a quand même même si on prend en compte le fait que c'est un organe de propagande occidentale, c'est la première fois dans l'histoire que la cote de popularité de la Chine et la confiance dont bénéficie la Chine est devant celle qu'on alloue aux États-Unis, qu'on accorde aux États-Unis. Ça, sur la scène mondiale, c'est sans précédent. Donc, oui, moi je pense que l'empire américain l'empire occidental c'est une hydre à plusieurs têtes. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le Parti démocrate et le Parti républicain, c'est du pipeau. Donc, en gros, on a 2 têtes qui est les conservateurs américains, les démocrates américains. C'est vraiment good cop, bad cop. C'est le même animal avec 2 visages. Et ensuite, on a Bruxelles, un autre visage avec des sous-têtes qui sont
les gouvernements d'Europe, tout aussi peu crédibles aujourd'hui, et encore, je dirais, on y reviendra j'espère, mais encore plus ridicules sur la scène mondiale que les Américains. Parce que les Américains, on les craint encore un peu. Les Européens, c'est juste les dindons de la farce, vraiment. Et puis ensuite, on a la quatrième tête de la hydre, et je m'arrêterai là-dessus, c'est bien sûr Israël, qui est dont on prétend que c'est Israël qui mène le... Moi, je pense que cette idée, il faut lui tordre le cou. Les élites israéliennes toutes seules ne feraient pas le mal qu'elles parviennent à faire sans le soutien de la communauté juive, notamment américaine, française, etc. Parce que malgré tout, même si Israël ne bénéficie plus des mêmes niveaux de soutien dans tous les pays, puisque aux États-Unis, j'en suis très très content. Aujourd'hui, la vaste majorité de mes amis antisionistes aux États-Unis sont juifs. Ça, c'est un phénomène qui est sans précédent et dont je me félicite et que j'aimerais voir arriver en Europe, mais on en est loin. Et donc voilà, ça va tanguer dans les années qui viennent, ça c'est sûr. Alors, rentrons dans le concret de la carte des tensions. Ukraine, Moyen-Orient, guerre économique sino-américaine. On a l'impression d'une multiplication de fronts simultanés. Est-ce qu'on assiste à des crises indépendantes les unes des autres ou au contraire aux répliques d'un même séisme géopolitique? Saïd, de votre côté, notamment sur le brasier du Moyen-Orient, où la guerre économique imposée par les grandes puissances, voyons-nous les répliques d'un même séisme ou l'aboutissement de rapports de domination historique où le droit international est piétiné? Alors d'abord, il faut mesurer l'enjeu de votre question. C'est une question redoutable. Soit l'on répond qu'effectivement, et c'est ma position, nous sommes devant la crise unique d'un système qui après se décline dans de multiples dimensions, d'un système qui a dominé le monde depuis X siècles, depuis 5 siècles maintenant, au moins 3 siècles, si ce n'est 5 siècles. Et du coup, il faut s'interroger sur les liens entre toutes ces guerres ou toutes ces ingérences, etc. Ou bien l'on a une explication comme celle qui se développe aujourd'hui de manière simultanée au sein de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, du Forum de Davos, etc., qui est ce concept de polycrise. On aurait l'émergence de plusieurs crises qui convergeraient pour créer une situation catastrophique au niveau mondial. Ceux qui sont partisans de la thèse d'une polycrise refusent d'aller voir où nous orientent pour qu'on élimine notre regard, qu'on éloigne notre regard de ce qui est aujourd'hui en crise, c'est-à-dire un système de domination mondiale. En réalité, la réponse à votre question, les États-Unis le donnent eux-mêmes. On a un document officiel des États-Unis d'Amérique qui est le document stratégie de défense des États-Unis d'Amérique, publié fin 2025 et qui décrit un processus global dans lequel tous ces sites de guerre sont cités avec des objectifs par continent. Et je vous rappelle que puisqu'on est en Europe, pour l'Europe, l'objectif il est avoué ouvertement, il est écrit explicitement, qui est de dire l'Europe doit devenir un outil vassal des États-Unis. Et si les gouvernements européens ne l'acceptent pas, nous avons des remplaçants et ils sont cités dans ce document, puisque le document cite les forces patriotiques, c'est-à-dire le nom que les fascistes se donnent ici en Europe, que les islamophobes se donnent ici en Europe, qui est cette dimension de patriotisme. Et donc on a une stratégie globale qui vise à reconquérir cette hégémonie qui est aujourd'hui en crise, et non pas une multitude de foyers de guerre. Comment comprendre l'Ukraine? L'Ukraine a été un outil extraordinaire. Une des manières d'évaluer en sciences sociales, d'évaluer un processus, c'est de regarder ses résultats. Quel est le résultat de l'Ukraine? L'arrimage de l'Europe encore plus fortement aux États-Unis. L'Europe qui pouvait avoir des politiques énergétiques qui étaient plus indépendantes se retrouve contrainte aujourd'hui d'être dans la dépendance des États-Unis. Comment comprendre le soutien au génocide sioniste aujourd'hui? Mais là aussi, dans le document du ministère de la Défense des États-Unis, sont indiqués très clairement l'aspect central de cette région et le besoin de la contrôler entièrement. Autrement dit, l'État d'Israël apparaît
comme l'État vassal permettant de contrôler toute une région. Pourquoi le Venezuela au même moment que le Moyen, tout simplement parce que ce sont deux fournisseurs de pétrole et de gaz pour le concurrent chinois, qui est celui qui entraîne la dynamique des BRICS. Bref, quel que soit l'angle d'attaque que vous prenez, vous trouvez qu'il y a une même logique derrière, qui est d'une part reprendre une hégémonie, d'autre part contrôler un certain nombre d'espaces clés qui sont comme par hasard des espaces clés nécessaires à des dynamiques multipolaires qui se mettent en place aujourd'hui. Le Moyen-Orient, c'est aussi, par exemple, bloquer la stratégie des nouvelles routes de la soie chinoise, c'est un des passages essentiels. Bref, on voit bien qu'on n'a pas affaire à des conflits séparés, mais à une tentative de réponse globale à une remise en cause d'une hégémonie menacée. Félix, je me tourne vers vous. Sur le terrain ukrainien, la diplomatie semble à l'arrêt au profit d'une usure militaire. En parallèle, les blocs s'affrontent à coups de sanctions et de guerre commerciale. Est-ce le signe que les instances internationales comme l'ONU ou la diplomatie traditionnelle sont définitivement hors jeu ? En fait, c'est marrant, là j'écoutais cette histoire de polycrise. Moi je crois que j'étais à Davos quand ces guignols ont inventé cette manière d'expliquer. C'est vraiment, je crois que c'est là que j'ai commencé à comprendre que Davos c'était avant tout du marketing, puisque Klaus Schwab, le fondateur, aimait, puisque nous sommes sur un média suisse, aimait ce target d'être une sorte de grand penseur, etc. Et en fait, ça n'était qu'à la fin comme disent les Américains, at the end of the day, c'était que du marketing et que des phrases, que des sortes de phrases à la con, comme des concepts comme la polycrise ou la quatrième révolution industrielle et blablabli et blablabla. En fait, il faut souvent, moi je trouve que le premier taf qu'on a à faire, et notamment dans des médias comme celui-ci, c'est de décortiquer le sens des mots. On fait comme si les médias contemporains, les médias modernes avaient été conçus pour informer le citoyen afin qu'il puisse prendre de bonnes décisions lorsqu'il arrive dans l'isoloir. Mais c'est pas pour ça que les médias occidentaux mainstream qui sont aujourd'hui vilipendés et dont personne ne croit plus ce qu'ils disent, ces médias en fait interviennent pour expliquer la dissonance entre le fait qu'on nous explique que désormais il n'y a plus de roi, c'est plus l'État, c'est moi, c'est plus Louis XVI, c'est maintenant le peuple souverain, et qu'en réalité, très clairement, c'est des oligarchies qui continuent de dominer nos systèmes. Et donc, cette classe dominante doit faire un travail pour faire en sorte de réduire l'écart entre ce que nos yeux nous disent et ce qu'on nous balance. Voilà, bref. Donc, les médias font leur taf. Quand les gens disent qu'il y a une crise des médias, mais non, les médias font très très bien sauf que ça marche plus. Mais en fait, les médias font pareil. L'école, c'est un peu pareil. L'école, on nous dit que c'est l'élément de l'ascenseur social et blablabla et nanani. Mais l'école, c'est une manière. C'est la manière dont on trouvait les dominants en Europe, aux États-Unis, et puis petit à petit, ils ont colonisé tout le monde avec cette connerie, mais de maintenir le statu quo, de faire en sorte que les classes dirigeantes se perpétuent, etc. Et ben là, c'est un peu la même chose. On parle ça marche pas, la diplomatie internationale en Ukraine et machin. Il faut comprendre un truc. Aujourd'hui, le premier client d'ExxonMobil au monde, c'est le Pentagone. Le Pentagone dépense l'essentiel de son fric à acheter des avions chez Lockheed Martin et à acheter de la technologie Palantir. Le système fonctionne parfaitement. Le problème, c'est que le système fonctionne si bien qu'il est en train de se dévorer. C'est-à-dire que les Américains, c'est un peu Rome à la fin. C'est en fait, ils tiennent plus rien parce qu'en fait, ils ont une élite qui passe son temps en fait à se passer les plats et à faire en sorte de bénéficier de manière absolument ébouriffante à un niveau qui a jamais été atteint auparavant
des prébendes nationales. Julian Assange a très bien dit, en fait, la guerre, c'est devenu depuis longtemps un système de blanchissage de nos impôts pour les reverser aux élites oligarchiques des pays occidentaux, qui se targuent depuis très longtemps d'être le démocratie de marché, etc. La réalité dont on est en train de prendre conscience de plus en plus, c'est que la démocratie de marché, ça marche pas s'il n'y a pas d'assaut, s'il n'y a pas Lockheed Martin, s'il n'y a pas Palantir. En fait, la machine, elle tourne pas correctement. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que nos États, qui prétendent tous être en faveur du libre ci et du libre ça, c'est des machines à tout contrôler. En fait, et les Américains le font plus que quiconque. Eux qui sont censés être les plus en faveur du marché, les plus libertaires, etc. Il n'y a aucun pays où la fusion entre le capitalisme prédateur et ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel sont aussi intégrés. Cette fusion aux États-Unis, elle est sans pareil, sans commune mesure avec le reste du monde. Donc c'est du blabla. Bon, à partir du moment où on a compris ça, eh bien, on regarde le fait que l'Ukraine, nous n'arrivions pas à nous en dépêtrer, mais c'est pas étonnant, quoi. L'Ukraine, c'est une des guerres qu'on utilise que cette classe utilise pour continuer de s'arroser les uns les autres et de faire en sorte que eux fabriquent un nombre de millionnaires, encore une fois, qui est sans commune mesure avec le reste du monde. Bon, les Américains ont choisi de légaliser la corruption en arguant que la liberté d'expression et la thune étaient synonymes, c'est-à-dire que je peux utiliser mon argent comme je veux, c'est-à-dire mettre des millions, voire des milliards derrière tel ou tel parti sur les années pour faire en sorte que ce soit tel candidat qui gagne, etc. Quand on fait ça, il faut arrêter de parler de démocratie. Déjà, la France, c'est pas une démocratie, mais alors les États-Unis, une idiocratie peut-être, avec Trump certainement, une kakistocratie sans aucun doute, mais la démocratie, c'est sympa comme concept. Moi, j'aime bien, sur le papier, c'est joli, mais il faut arrêter. Donc pour moi, là, on est en cours de déséducation forcée à toute blinde, parce qu'en fait, on a un type qui, qu'on le veuille ou non, est le premier type depuis très longtemps qui dit de manière très vulgaire la réalité de ce qu'est le projet américain. Et ça, perso, en tant qu'Américain, moi j'ai voté pour Jill Stein et Butch Ware, donc le parti vert qui s'est fait, qui a, je crois, pas fait 1%. Je crois que si j'avais été forcé et contraint, je le répète souvent et ça choque souvent les gens en Europe, mais parce que Trump, même si en gros il s'est dédié de tout ce qu'il a promis pendant sa campagne, mais la campagne c'était quand même on va pas démarrer de nouvelles guerres, on va se retirer du monde, on va faire chier que la moitié de la planète plutôt que toute la planète. Bon, moi, je trouvais que sur le papier, ça avait le mérite de l'honnêteté. Moi, je préfère un cancer qui me dit qu'il est un cancer plutôt qu'un cancer qui me dit qu'il est un rhume. Et je trouvais la posture tout aussi génocidaire de Biden beaucoup plus insultante, en fait. Donc, je pense que contraint et forcé, si j'avais dû choisir, j'aurais quand même voté, et je sais que ça peut paraître dingue, mais je crois que j'aurais voté Trump plutôt que Kamala Harris. Tellement les démocrates sont devenus le parti patricien et du gaslighting, à mes yeux. Allez, je vais vous titiller tous les deux un tout petit peu, cher Félix, cher Saïd, et permettez-moi donc de jouer l'avocat du diable et de vous confronter chacun à vos points aveugles. Saïd, en dénonçant l'hégémonisme américain, ne fermez-vous pas les yeux sur les ambitions impériales brutales de la Russie en Ukraine ou le modèle autoritaire chinois? Je titille, je l'ai dit. Non, mais je pense qu'on a vraiment intérêt à se poser toutes les questions, y compris les questions qui peuvent venir montrer les dimensions potentiellement contradictoires.
La question qui nous est posée est une question très concrète. Qui aujourd'hui domine la planète? Qui est aujourd'hui le responsable des décisions qui mènent à des guerres? À l'heure d'aujourd'hui, le nombre de bases militaires de la Russie et de la Chine est ridicule par rapport au nombre de bases militaires des États-Unis. Aujourd'hui, le poids dans un certain nombre de grandes institutions qui prennent des décisions qui ont des conséquences dramatiques sur un certain nombre de peuples, il est complètement disproportionné entre les USA d'un côté et la Chine et la Russie de l'autre. Sans être un admirateur de la Russie et de la Chine, il faut juste regarder qui est aux manettes aujourd'hui des décisions qui amènent à des guerres, à des génocides, à des blocus génocidaires comme à Cuba, etc. Ça, on voit bien que à partir du moment où on se pose des questions concrètes et où on n'est pas orienté dans le changement de questions par justement les médias dominants, eh bien la réponse vient d'elle-même. La grande difficulté, elle est aujourd'hui dans ceux qui ont le pouvoir, la manière dont les médias dominants posent les questions nous empêche de comprendre le réel. À nous de refuser ces cadres-là devenir de la planète et des peuples. Dès qu'on pose ces questions-là, eh bien, on s'aperçoit que le problème aujourd'hui des Palestiniens, ça n'est pas la Chine, ça n'est pas la Russie. Le problème aujourd'hui des Cubains, ça n'est pas la Chine, ça n'est pas la Russie. Et c'est comme cela qu'il me faut, à mon sens, poser les questions. Quant à l'avenir, ce que deviendra la Chine ou ce que deviendra la Russie, c'est une autre question. Et moi, je fais confiance au peuple du monde pour se poser ces questions-là au moment où, si ces pays-là deviennent des pays dangereux, eh bien, on verra à ce moment-là. À l'heure d'aujourd'hui, les peuples sont confrontés à des sources de décision qui sont précises et qui sont une hégémonie donnée, qui est l'hégémonie occidentale et états-unienne en particulier. Merci Saïd. Je me tourne vers Félix. N'y a-t-il pas une naïveté à promouvoir une élite globale et nomade alors que cette même mondialisation a dépossédé les classes populaires locales? Alors, ça, c'est une question pour l'ancien Félix, parce que alors, vraiment, je suis revenu de ma vision un petit peu naïve, même très naïve, etc. Moi, je suis comment dire, je suis un égaré qui se soigne. Donc, aujourd'hui, je ne défendrai pas du tout l'idée selon laquelle la mondialisation a été autre chose qu'un nouveau nom pour le système de blanchissement dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc, vous ne me posez pas une question qui me dérange du tout. J'ai fait le deuil de cette Weltanschauung il y a un certain temps. Par contre, je voudrais rebondir sur ce que disait Saïd à l'instant. D'ailleurs, je note qu'on s'appelle tous les deux. Félix veut dire Saïd en français. Donc, vous avez invité deux Saïd ou deux Félix. Je tiens à le noter. Mais non, plus sérieusement, moi, je suis un peu, j'ai un peu d'ailleurs la même ligne que Saïd là, sur cette question précédente que vous lui avez posée. Pour le coup. Moi, je suis pas russophile plus que voilà. J'ai étudié l'intelligentsia russe à la fac. Je me suis beaucoup penché sur les écrits de Tchadaïev et Alexandre Herzen et d'autres des révolutionnaires en puissance de l'époque. J'aime beaucoup la littérature russe. Ça s'arrête à peu près là. Je veux dire, j'ai pas d'intérêt, je ne travaille pas pour le pouvoir russe ou quoi que ce soit, ni pour les Chinois. Mais il se trouve que aujourd'hui, ce qui est devenu la métastase qui pourrit l'existence du plus d'humains sur la planète aujourd'hui, elle est occidentale. Et donc pour moi, moi je suis un problème à la fois, comme on dit. Il faut commencer quelque part. Et donc, est-ce que je suis naïf sur, par exemple, les travers potentiels de l'hégémonie chinoise à venir? Non, je vois bien que pour avoir beaucoup d'amis en Chine et pour parler régulièrement avec eux, je vois bien qu'il y a
certaines des mêmes compulsions qui ont pris un peu le pouvoir en Europe et aux États-Unis. Y apparaissent, comment dire, l'addiction à l'accélération. Elle a capturé beaucoup de gens en Chine et il y a du souci à se faire, bien sûr. Mais c'est comme l'a dit Saïd, c'est une bataille pour un autre temps. Moi, aujourd'hui, je suis focalisé sur une chose, c'est réduire, en tout cas, dire ce que je pense de la métastase qui est celle qui menace, non pas juste l'espèce humaine d'ailleurs, mais en fait, l'ensemble des espèces sur notre belle planète. Et donc, voilà, il faut se focaliser là-dessus. C'est tout. Alors, après ce diagnostic global, abordons maintenant la manière dont ces tensions se concrétisent sur le terrain. La contrainte hybride, le chantage énergétique et la militarisation des flux. Au Proche-Orient, la dissuasion classique a cédé la place à l'affrontement ouvert et aux frappes de précision. La confrontation entre le bloc américano-israélien, l'Iran et la question palestinienne crée une onde de choc qui pousse Téhéran et ses alliés à déporter la pression sur d'autres théâtres. Saïd, l'escalade militaire directe au Proche-Orient et l'asphyxie programmée du peuple palestinien ne révèlent-elles pas les limites du hard power américain et israélien, contraint désormais à une usure permanente faute de solutions politiques? En réalité, nous sommes déjà à l'heure du bilan en ce qui concerne le Moyen-Orient. Nous avions une stratégie d'ampleur des États-Unis qui était une stratégie de guerre courte. Tout a été construit sur une stratégie de guerre courte, dans l'idée que une guerre courte allait imposer un nouveau leadership régional dans lequel l'Iran accepterait soit de se soumettre, soit de disparaître, et dans lequel on aurait l'État sioniste comme étant le gendarme local. La stratégie iranienne a été une stratégie qui montre aujourd'hui son succès. On peut être en désaccord avec la stratégie iranienne, le résultat est là. La guerre n'a pas été courte. La guerre s'inscrit dans la durée. Elle s'oriente dans des dimensions que les États-Unis n'avaient pas imaginées, à la fois en termes de terrain d'attaque iranienne et à la fois en termes d'armes économiques autour des deux détroits Hormuz et Bab el-Mandeb. On se retrouve dans une situation dans laquelle les États-Unis n'ont pas les moyens, sauf à risquer une augmentation de la nature de la guerre, c'est-à-dire une guerre ouverte, directe, etc. Et pour cela, vous me voyez? Oui, oui. Allô? Oui, oui. Écoutez, parce que moi, je sais pas, j'ai un problème de caméra. Maintenant, tu le vois. Bon, je sais plus où j'en étais, je suis désolé. On parlait de l'Iran, de la stratégie états-unienne qui n'a pas anticipé ce que l'on voit. Et donc, oui, donc on se retrouve dans une situation où il y a échec de la stratégie de guerre courte. Il y a un certain nombre, comme ça a été dit, comme Félix le soulignait tout à l'heure, un certain nombre de secteurs aux États-Unis qui ont absolument besoin d'une victoire dans la région. Je pense effectivement au complexe militaro-industriel, mais je pense aussi à la high-tech qui est maintenant étroitement liée au complexe militaro-industriel et pétrole qui voit avec la hausse du pétrole aussi ses profits augmenter. Et donc on se retrouve dans une situation dans laquelle l'Iran a réussi, en inscrivant la guerre dans la durée, à empêcher une victoire ouverte des États-Unis. Il ne reste que deux hypothèses pour les États-Unis. Soit accepter une défaite, ce qui est aujourd'hui impossible compte tenu des rapports de force internes aux États-Unis. Soit d'un autre côté, eh bien, allumer le feu, c'est-à-dire aller dans une guerre avec comme incertitude comment vont réagir les États-Unis. Je parle bien d'États-Unis et pas d'Américains. Comment vont réagir les États-Unis? C'est-à-dire, c'est quoi l'état de l'opinion? Or, on a vu que cette opinion était travaillée. On a vu par rapport au génocide que toute une partie de la jeunesse états-unienne était en questionnement énorme et en revirement, en transformation bref, l'idéologie qui a permis pendant des décennies à assurer à l'état-major états-unien d'aller dans n'importe quelle aventure sans courir trop de risques,
est aujourd'hui de nouveau menacée par l'état de l'opinion publique. On n'a pas connu ça depuis la guerre du Vietnam, depuis la fin de la guerre du Vietnam, où effectivement le mouvement double crise. Et c'est à cet angle-là qu'il faut analyser le bilan de la guerre. De tenir le rythme de ces attaques. On le voit bien au niveau de la production d'armement, les difficultés d'approvisionnement qu'il y a pu avoir. Et au niveau, surtout, c'est pour moi le plus important, au niveau idéologique, une partie du peuple des États-Unis ne croit plus dans les discours de justification et de légitimation des guerres à l'extérieur. Voilà pour moi ce qui caractérise la situation sur place. Nous sommes dans une situation paradoxalement d'échec des États-Unis. Trump a beau fanfaronner, Marco Rubio a beau fanfaronner. On est à ce niveau-là dans une situation de stratégie d'échec. Mais c'est une stratégie d'échec qui est dramatique pour un certain nombre de peuples, dramatique pour le peuple palestinien, dramatique pour le peuple iranien, etc. Mais c'est une dimension d'échec aujourd'hui. Félix, si l'on met de côté la rhétorique officielle de stabilisation, la réalité du terrain montre que l'hyperpuissance militaire occidentale produit désormais l'effet inverse. Est-ce l'aveuglement stratégique d'une élite dépassée ou le refus d'admettre que le hard power ne contrôle plus rien et ne fait que provoquer au contraire des répliques systémiques mondiales ? Non. Mais pas d'excuses, c'était mon micro. J'espère qu'il y aura un montage. Donc, non, moi je pense qu'on est en train de voir que, en fait, il n'y a rien de plus hard que la stratégie iranienne. Donc, on n'est pas du tout dans une sorte de trivialisation du hard power. C'est justement le hard power iranien, au-delà de leur talent pour les films, les animations Lego. Et les efforts, enfin comment dire, et la verve et la fougue incroyable de Mohamed Seyed Marandi sur tous les écrans, sauf en France, les écrans du monde. Donc il y a du soft power iranien très clairement. Donc ils sont très bons là-dessus, mais ils sont aussi ils viennent de faire un truc en fait dont en gros à part Ho Chi Minh, personne n'avait réussi à faire un truc pareil aux Américains. Jamais. C'est sans précédent. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de dissuasion depuis la Deuxième Guerre mondiale, on parle de nucléaire. Or, qu'est-ce qu'ils viennent de faire ? Ils viennent en gros de redonner ses couleurs à la dissuasion conventionnelle. C'est-à-dire, on ne peut pas se protéger, notre territoire est beaucoup trop étendu, on peut pas faire comme vous. Vous, votre stratégie, vous les Israéliens, vous les Américains, c'est on va protéger tout. On va faire une sorte de parapluie voilà, il n'y a pas un missile qui va passer. Or ça, on voit aujourd'hui que c'est fifi, nini. Ça ne marche plus. Donc, là maintenant, les Américains, ils ont dû, après avoir extorqué des sommes folles aux Coréens du Sud, ils ont repris leur système THAAD missile et ils l'ont filé parce qu'Israël était en panique. Mais en fait, on s'aperçoit que tout le dôme, Iron Dome, je ne sais plus comment on appelle ça en français, le dôme d'acier, en fait, que ce truc-là ne tient pas debout. En fait, c'était du pipeau. Depuis des années, en fait, ça fonctionne pour trois malheureuses roquettes du Hezbollah et du Hamas. Mais par contre, quand on a en face les missiles hypersoniques iraniens, là, la fête, elle s'arrête. Donc, en fait, d'une part, les Iraniens, donc d'une part, ont admis qu'ils ne pouvaient pas se protéger de la manière dont les Américains et les Occidentaux prétendent le faire depuis des décennies. Mais ils ont dit, OK, ça, on ne peut pas l'éviter. Donc, on ne va pas essayer de l'éviter. En revanche, on va construire tout notre système va être sous terre. Et il va être décentralisé. Et non seulement les armes elles-mêmes, les missiles, les lanceurs de missiles vont être décentralisés, mais les systèmes de commande vont être décentralisés. Donc, on va avoir 31 postes de commande indépendants les uns des autres, qui auront tous appris ce qu'on fait en cas de X, de Y, de Z, etc. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, on a vu récemment un poste, Oman, qui est un pays avec lequel l'Iran essaye d'avoir des rapports apaisés, au
beaucoup plus qu'avec le reste des pays du Golfe, puisque c'est ensemble qu'ils peuvent tenir le détroit de Hormuz, et c'est d'ailleurs la nature de l'accord qu'ils viennent de passer pour, pendant 60 jours, dire nous, les Iraniens, on contrôle le nord du détroit pour l'entrée dans cette partie dans le Golfe, et vous contrôlez la sortie. Mais il y a eu récemment des bombardements iraniens à Oman. Pourquoi ? Parce que le système est décentralisé et qu'il y a un poste de commande qui a vu un truc arriver et qui a dit on bombarde. Parce que c'est pas qu'on veut atteindre les Omanis, c'est qu'il y a des Américains à Mascate. Donc on va taper dessus. Et donc en réalité, c'est ça qui met l'Amérique à poil. C'est que tout d'un coup, en fait, l'Amérique se rend compte qu'il n'y a rien, pardon, c'est pas l'Amérique, c'est Saïd qui a raison, bien sûr, de dire que c'est les États-Unis et les États-Uniens, mais c'est tout d'un coup, cette stratégie états-unienne, elle se montre complètement inadaptée à la situation. Donc, c'est pas une question de hard power versus machin, non, c'est du hard power, sauf que c'est du hard power auquel on n'est pas habitué, puisque c'est du hard power iranien, islamique. Là, tout d'un coup, le logiciel bug. Mais peut-être le dernier truc que j'ajouterais, puisqu'on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, on en a parlé tous les deux avec Saïd, mais on a parlé de la puissance militaire maritime, la puissance navale. Ce qu'on voit émerger en même temps aujourd'hui, il y a un remarquable papier d'un économiste algérien qui est sorti il y a quelques mois, il s'appelle Idriss Hadj Nasser, où il élabore le concept de sahélocratie pour décrire les pays qui ne sont ni des pays strictement terrestres, des puissances terrestres, ni des thalassocraties, qui sont ces pays en fait intermédiaires qui font le lien entre différentes zones du monde, entre différentes formes de puissance, entre des pays en fait qui sont capables de maîtriser des flux. Et il parle de Sahel au sens large, c'est-à-dire le Sahel, c'est pas juste la zone qu'on nomme ainsi au sud du Sahara, c'est les pays du désert, enfin les pays qui ont un rapport avec le désert. Et donc il y a des pays qui sont en train de se profiler derrière l'Iran, avec un peu la même stratégie. Il y a l'Algérie notamment, il y a Oman, il y a la Mauritanie. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui est nouveau, et c'est des pays avec lesquels il va falloir compter, parce que par exemple, la capacité, s'il prenait l'envie à l'Algérie de contrôler le détroit de Gibraltar, la question se pose aujourd'hui. Et ça, il n'y a pas longtemps, c'était impensable. Impensable. Et je peux vous dire que ça foutrait une sacrée merde en Europe si c'était le cas. Donc, tout d'un coup, faut qu'on prenne au sérieux des gens qu'on a traités un peu de manière assez cavalière jusqu'à présent en Occident. Et ça, pour moi, c'est aussi une extrêmement bonne nouvelle, parce qu'en fait, l'Occident n'apprendra qu'en se prenant des râteaux. Et donc, j'ai beau être un occidental, je me félicite de ça, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on va apprendre. Alors, face à la difficulté d'imposer un ordre par les armes, la contrainte se déplace vers la strangulation économique et énergétique. La pression sécuritaire et pénale accrue sur le Venezuela isole Caracas et coupe le cordon d'alimentation pétrolière de Cuba, provoquant des pannes électriques généralisées et l'effondrement des services publics à la Havane. Saïd, assistons-nous à une stratégie préméditée du domino énergétique où le blocus du Venezuela vise à provoquer l'implosion systémique de Cuba sans tir de semences? Est-ce la nouvelle forme de l'impérialisme moderne? Alors d'abord, soulignons que cette forme-là ne vient pas remplacer les formes antérieures. Elle se surajoute. Ça n'est pas la transformation, c'est le surajout. Effectivement, les conséquences sont catastrophiques. J'avais encore des amis cubains au téléphone hier. On est aujourd'hui le concept qui me semble le plus juste aujourd'hui pour décrire ce qui se passe à Cuba, c'est un génocide énergétique. Les conséquences
se traduisent dans des morts dans les hôpitaux. C'est ça la réalité aujourd'hui de décisions qui en apparence se présentent comme moins dramatiques qu'une guerre. En réalité, c'est créer des situations dans lesquelles soit il y a abdication des gouvernements locaux, soit des conséquences dramatiques pour les peuples. Il suffit de regarder le nombre d'États qui aujourd'hui sont soit sous blocus, soit sous sanctions états-uniennes, ce sont plusieurs dizaines, pour bien avoir en tête que cet outil n'est pas nouveau, mais qu'il s'accélère dans sa mise en place. En réalité, si l'on regarde au-delà de chacun des conflits, on est vraiment sur une stratégie de contrôle de tous les points clés, à la fois les routes, à la fois les espaces stratégiques, tous les points clés, de telle sorte à pouvoir agir sur la distribution de pouvoir mondial à n'importe quel moment. Il s'agit non pas de détruire la Chine, parce que les États-Unis savent qu'ils n'en sont pas capables aujourd'hui, mais par contre de pouvoir agir partout et d'agir également sur les symboles. Cuba, Trump est pas crédible lorsqu'il vient nous dire qu'il y aurait entraînement à Cuba de terroristes, etc. Par contre, Cuba est un vrai symbole. C'est un vrai symbole en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et donc, on joue à la fois sur les lieux matériels essentiels dans le rapport de force et sur les lieux essentiels au niveau idéologique, c'est-à-dire les espaces dans lesquels il y a des histoires, des traditions, dans lesquelles la dynamique de résistance est une dynamique essentielle. Le peuple palestinien est du même type. Il y a à la fois la place matérielle stratégique de la région et à la fois le symbole que constitue le peuple palestinien. Je pense que à un degré moindre, en tout cas pas ouvert jusqu'à présent, la question algérienne est posée de cette manière-là également, et on a un certain nombre de pressions. Je pense que ce qui s'est passé à Ceuta ne peut pas être coupé des enjeux régionaux et en particulier des rapports entre le Maroc, Israël et l'encerclement de l'Algérie, en tout cas la tentative de pression sur l'Algérie. Bref, on a aujourd'hui une attaque qui est à la fois militaire et de l'autre côté qui agit sur tout ce qu'on peut mobiliser pour empêcher les peuples de faire les choix qui sont les leurs, pour les contraindre à des abdications. La perte de Cuba, si Cuba cède aujourd'hui, et quand je dis cela, c'est au peuple cubain d'abord de faire ses choix, mais si Cuba cède aujourd'hui, au niveau idéologique, ça aura un impact. Ça aura un impact sur mais les résistances ne sont plus possibles. Et c'était un des objectifs du génocide. Pour l'instant, c'est un échec. Le fait que la résistance palestinienne continue, etc., indique que non, ils n'ont pas réussi. Et ils essayent avec Cuba. Ça n'est pas un hasard que l'accélération de l'isolement de Cuba soit venue après l'obligation d'accepter un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Trump avait besoin d'une victoire symbolique là où l'échec était trop flagrant. Les élections de mi-mandat approchant, il fallait montrer que moi, Trump, je vais réussir ce que tous les présidents des États-Unis n'ont pas réussi, mettre à genoux Cuba. Et bref, on a du côté de Trump cette idée que il faut prendre le contrôle de tous les espaces qui permettent un contrôle régional, et d'un autre côté, il faut casser tous les symboles de résistance. Alors, Félix, cette vulnérabilité des États face aux coupures d'approvisionnement ne montre-t-elle pas que la mondialisation des flux énergétiques est devenue la principale arme de pression systémique sur ce que l'Occident qualifie de régime autoritaire ? Oui, en fait, moi à chaque fois je remercie pour la question, et en même temps les termes me paraissent problématiques, en fait, la manière de poser les termes, parce que en réalité, prenons un exemple, le Nord Stream. Nord Stream, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait sauter donc le principal canal d'approvisionnement de gaz liquide pour l'Europe de l'Ouest. On l'a fait péter. Et la première réponse de la machine médiatique européenne, allemande mais européenne, alors que cette attaque, c'est du terrorisme. Enfin, je veux dire, si les choses veulent dire quelque chose, c'est du terrorisme. Cet acte terroriste, il va mettre l'Allemagne à genoux.
C'est-à-dire que là, en France, on est tellement complexé vis-à-vis de l'Allemagne qu'on n'arrive pas à comprendre que les Allemands sont économiquement dorénavant à genoux, mais ils le sont. L'Allemagne, ça marche plus du tout. Économiquement, c'est en train vraiment de s'affaisser. Ça vient notamment du fait que ce pipeline ait été explosé. Et c'est quoi la réponse de l'establishment médiatique et politique européen? C'est de prétendre que c'est les Russes qui nous vendaient ce gaz qui sont coupables. Il y a des journalistes, il y en a quelques-uns qui font le taf qu'ils ne sont pas censés faire. C'est le cas notamment de Seymour Hersh, qui a, après avoir révélé que les Américains tuaient les civils par centaines au Vietnam, après avoir démasqué ce qui se passait à Abu Ghraib, après avoir montré que le programme nucléaire israélien avait une doctrine Samson, c'est-à-dire des missiles pointés non pas juste sur Islamabad, Riyad et Le Caire, mais également sur Moscou, Paris, Londres, voire la côte est des États-Unis, en mode si jamais on tombe, on emmène tout le monde avec nous. En réalité, on est dans une situation où très clairement, donc ce que montre, j'ai perdu mon fil, ce que montre Hersh, c'est que en fait, ça tient pas debout 2 secondes, qu'en plus la CIA, la marine américaine était juste la veille à 5 encablures de l'endroit où ça a pété. Ensuite, on nous fait croire que c'est un commando ukrainien avec 3 chapelets sur un petit rafio qui a fait péter ce truc, alors que c'est un des trucs les plus sécurisés du monde. Et le résultat de Nord Stream, c'est quoi dans les faits? Eh bien, c'est que le premier producteur mondial de gaz liquide était la Russie, et aujourd'hui, c'est les États-Unis. Donc, dire encore une fois, est-ce que c'est une manière est-ce que c'est une manière nouvelle de dominer? Pas du tout. C'est comme ça qu'on domine depuis longtemps. C'est juste que, en fait, vous savez, c'est pas une crise de la démocratie, c'est pas une crise de l'Occident que nous vivons. C'est une crise de notre propagande. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le blabla qui marche plus. C'est pas rien n'a changé à part ça. Hein. C'est-à-dire que en fait, les Américains font ce qu'ils ont toujours fait. Moi, je viens d'écrire un bouquin sur la couverture médiatique par ce qui est censé être les journaux de référence américains de toutes les interventions américaines depuis la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas une intervention américaine en dehors du sol national, domestique, où, en gros, tous les canards, notamment le New York Times, qui est censé être la crème de la crème du journalisme mondial, n'a pas, en gros, fait le travail le whitewashing de la politique de la Maison-Blanche, du département d'État et de la CIA et toutes les agences à 3 lettres. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de cas. Il y a peut-être au Nicaragua, il y a 2 articles dans le New York Times où il y a des gens qui disaient ce qu'on fait là-bas, c'est dégueulasse. Mais globalement, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et ce qui marche plus, c'est le blabla. Mais sinon, pour moi, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Vraiment, et moi, je suis, complètement atterré par, franchement, encore une fois, le manque de... la manière dont les médias occidentaux, je veux dire, le problème, c'est que l'Europe, des leçons de droits de l'homme depuis la Deuxième Guerre mondiale, explique ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, essaye de prétendre qu'elle n'a rien à voir avec les États-Unis, et en fait, je veux dire, ça tient pas debout, quoi. C'est juste pathétique. Et quand on voit ce que les médias européens aujourd'hui, la manière dont les médias mainstream couvrent Cuba, dans la manière dont les médias mainstream couvrent le génocide qui ne dit pas son nom, qui est en cours au Soudan, en RDC, etc., on voit bien qu'en fait, c'est des machines qui sont là pour faire en sorte qu'une petite élite qui constitue 10 à 15% de la population de nos pays
se sentent bien dans ses pompes en rentrant chez elles le soir. Le reste, voilà. Donc c'est une drogue. Hein. Au XXe siècle, la naissance de l'explosion de la compulsion avec l'alcool, la drogue, etc. en Occident et l'explosion de la propagande coïncident. Et c'est pas par hasard. C'est parce qu'en fait, on a besoin de se raconter des conneries sur la marche du monde, notre rôle dans ce merdier planétaire. Et parce que ce rôle est atroce. La réalité, c'est que nous avons présidé à non pas un génocide ou 2 ou 3, mais en fait à et c'est pire parce qu'en plus c'est génocide plus épistémicide, c'est-à-dire on tue et vous fermez votre gueule, vous n'avez pas le droit d'en parler, c'est interdit d'en parler. Et donc on a droit, en fait, je parlais de doctrine Samson, je finirai là-dessus. Pour moi, il y a une sorte de corollaire civilisationnel qu'on voit en fait à l'œuvre dans les réponses, dans la montée des nationalistes, enfin des courants d'extrême droite, enfin de ce qu'on nomme extrême droite, partout en Europe, aux États-Unis, au Brésil, etc. C'est qu'en fait, à force de dire aux gens qu'on n'est pas raciste, qu'en fait on est là pour civiliser les gens, que machin, quand les gens se rendent compte que les gens sont pas contents, que en fait eux les Africains disent go fuck yourself, etc. En fait, on fait oh, mais de qui les mecs, ça fait 500 qu'on les civilise, 500 ans qu'on les civilise et maintenant ils ouvrent leur gueule. Mais en fait, c'est ça le décalage. C'est qu'en fait, c'est pour ça que la Macronie et la Bidenie sont les premiers manufacteurs du Rassemblement national et de Donald Trump. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, si on n'arrête pas le pipeau, les gens, en fait, ils pètent un câble. Parce que la dissonance cognitive entre ce qu'on leur dit qui est en train de se produire et ce qu'ils voient et ce qu'ils sentent, elle est tellement forte que ça énerve. Et les gens, du coup, en Europe, il y a vraiment la tentation parmi les élites occidentales, alors qu'elles se rendent compte que la fête est finie, que ces 500 d'hégémonie arrivent à leur fin, c'est une évidence. Même pour les gens qui ne veulent pas l'admettre là, on voit qu'ils la sentent dans leur corps. Et cette fin de l'hégémonie occidentale, il y a une sorte de réflexe qui est une sorte de doctrine Samson. Si on ne peut plus être les cadors de la pyramide humaine, en fait, on va tout foutre en l'air. C'est ça, moi, qui m'inquiète sur les États-Unis et l'Occident. C'est ça, aujourd'hui. Merci. Je voudrais aborder le verrou de Ceuta et Gibraltar. Alors que le canal de Suez et la mer Rouge souffrent des tensions du Proche-Orient, le détroit de Gibraltar redevient l'artère de sécurité absolue de l'Europe. Parallèlement, les épisodes de crise migratoire éclair à Ceuta montrent l'utilisation de flux humains comme levier de pression politique directe sur l'Espagne et l'UE, en réaction notamment aux postures diplomatiques sur le conflit israélo-palestinien. Une question à tous les deux. Lorsqu'on parle de crise migratoire à Ceuta ou Gibraltar, s'agit-il d'un levier de pression politique utilisé par les pays du Sud ou plutôt du résultat direct du cynisme des politiques frontalières européennes et de leur partenariat sécuritaire? Qui commence, Saïd ? Oui, on a là un excellent résumé du rapport qu'entretiennent les pays occidentaux dominant la planète avec un continent comme l'Afrique. D'abord, on a le résultat aujourd'hui de l'inégalité de développement issue de ces 5 siècles dont nous parlions et des mécanismes actuels de ponction des valeurs produites en Afrique. Les règles inégales du commerce international expliquent la situation. Sinon, comment expliquer que des pays africains avec autant de richesses en minerais stratégiques ne soient pas dans une dynamique de développement, mais dans une dynamique pour un certain nombre d'entre eux dans lequel la misère augmente, la pauvreté augmente, etc. On a secondo un choix par rapport à cela qui est un choix d'un cynisme énorme, qui est alors même que ce sont les économies occidentales qui profitent de la situation, une fermeture militaire des frontières. Il faut rappeler que le budget pour surveiller les frontières sont aujourd'hui ce qui permet d'expliquer pourquoi la Méditerranée devient un cercueil à ciel ouvert. Ceuta est un résumé de ce qui se passe toute l'année. On répond à ces candidats du désespoir par des navires armés,
par des interdictions, ce qui amène les candidats au départ à aller rechercher des routes de plus en plus difficiles, puisque les routes habituelles sont désormais interdites par cette dimension-là. Et puis, comble du comble, on instrumentalise cette dynamique de désespoir lorsqu'il s'agit de punir un État européen qui s'est permis une incartade par rapport à la règle générale. Pour l'Espagne, la situation est évidente. Un pays comme le Maroc, depuis son indépendance, n'a pas fait beaucoup d'efforts pour réclamer ce qu'il aurait dû faire, la restitution de ce État, qui est effectivement un territoire marocain. Or, voilà une monarchie qui n'a rien fait pendant des décennies et qui, à certains moments, se réveille et considère que cet État, c'est une question essentielle. En réalité, on punit l'Espagne de ses prises de position sur le génocide en Palestine. On punit l'Espagne sur son refus de suivre Donald Trump dans la guerre contre l'Iran. La question qui est aujourd'hui posée, c'est une tentative de déstabilisation de l'Espagne en espérant produire une situation dans laquelle on va expliquer les difficultés espagnoles par les régularisations, puisqu'il y a eu des régularisations massives de sans-papiers en Espagne, plusieurs centaines de milliers de sans-papiers dans le plan de régularisation. L'idée étant de créer l'hypothèse que cela a créé un appel d'air qui devient ingérable et qui vient donc condamner l'État espagnol. Il s'agit de faire rentrer dans le rang un pays européen qui, par son indépendance de décision, peut donner des idées à d'autres pays européens. Parce qu'en réalité, la situation actuelle n'est pas tenable. L'Europe, si on regarde du point de vue strictement des intérêts de chacun des pays européens, a intérêt de se dissocier des États-Unis et de s'orienter vers une dynamique multipolaire. C'est ça la réalité, d'un point de vue, sans changer de système économique, d'un point de vue strictement économique. Ils auraient intérêt à cela. Et donc, on ne peut pas accepter qu'un seul État puisse prendre un autre chemin, et il faut le faire rentrer dans le rang. Et je pense que c'est ça qui est en jeu en ce qui concerne l'Espagne aujourd'hui. Félix ? Oula, il y a tellement de couches dans cette question. Il y a tellement de couches dans la question migratoire. Je suis fondamentalement d'accord avec Saïd. Je dirais que on parlait tout à l'heure de cette expression oiseuse de polycrise. En fait, la modernité occidentale, c'est notamment le déni d'enchevêtrement. On le voit dans nos médias. On prétend que voilà, il y a la page troubles ethniques en Afrique. Il y a la page environnement, écologie. Il y a la page économique, et on fait jamais le rapport entre le fait que sans les terres rares qu'on mine au Congo, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de Tesla, il n'y a pas d'Elon Musk, et que dans ces mines, il y a des gamins qui travaillent, des gamins de 5 ans, qui travaillent pour $5 par mois. Bah, en fait, tant que vous déniez les connexions, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a en l'occurrence en Europe avec Bon, d'abord, il faut comprendre un truc. Il y a un pays maghrébin sioniste. Je ne dis pas que le peuple l'est, le peuple ne l'est absolument pas. Le peuple soutient de tout son cœur la révolution palestinienne, la résistance palestinienne et la résistance iranienne d'ailleurs. Mais en revanche, le pouvoir marocain est un pouvoir sioniste. D'ailleurs, moi, j'ai des copains marocains qui me disaient le seul pays au monde où je peux migrer sans visa, c'est Israël. Bon, il y a un rapport très très particulier et entre le Maroc et les États-Unis, puisque le Maroc a été, sinon un des tout premiers pays au monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis, mais avec Israël. Donc voilà. Donc moi, quand le Maroc fait quelque chose, je prends pas ça au sérieux. Et concernant le Sahara occidental, oriental, je me gourre toujours, mes excuses. Le rôle de l'Algérie est un rôle de puissance souveraine, de sahélocratie intelligente, alors que le rôle du Maroc me paraît extrêmement
problématique dans cet enchevêtrement-là. Qu'est-ce qu'on a pour ce qui concerne l'Europe? On peut pas... on raconte aux citoyens européens depuis des années que leur projet politique, que l'Europe, l'Union européenne est le projet politique le plus progressiste, le plus avant-gardiste de l'histoire du monde. Or, quand il en vient à la politique migratoire de ce bloc de l'Union européenne, où est-ce qu'on met notre argent? Frontex, donc une machine à foutre les gens, à couper les routes pour les migrants. Et deux, l'autre grand investissement dont on s'est fait spécialité, c'est de construire des camps de concentration, en fait, enfin indirectement, de financer la construction de camps de concentration où, entre parenthèses, le viol de masse, c'est pas joli ce qui se passe dans ces camps. Hein, et ça, c'est ça notre politique migratoire européenne aujourd'hui. Ça, c'est pas un truc du Rassemblement national. Ça, c'est un truc des gens qui sont censés être centre-gauche, centre-droit européen. Ça donne ça. Donc, encore une fois, il faut qu'on fasse le taf. C'est tout. C'est que moi, quand j'étais un mondialiste enthousiaste, je pensais que la migration allait résoudre tous les maux du monde parce que quand on voyage, on s'éduque et on comprend mieux d'où on vient, on comprend mieux qui on est, on comprend mieux. Bon, bref, je continue de penser qu'il y a certaines vertus à migrer, etc. En revanche, globalement, la migration est un phénomène hyper traumatisant pour la plupart des gens concernés et qui peut foutre une merde incroyable dans les pays hôtes. Et qui peut en fait faire que les pays d'où partent les migrants se retrouvent dans une situation très problématique. Je ne sais pas comment on dit, brain drain, en la fuite des cerveaux. Voilà, c'est des vrais problèmes. C'est des vrais problèmes aujourd'hui pour ces pays. Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter si on veut que les gens arrêtent d'essayer de venir en Espagne, en Europe, etc., il faut les aider à vivre dans des conditions décentes là d'où ils viennent. Or, la schizophrénie du discours européen sur la migration, qui est une sorte de ressucé d'une indigence intellectuelle incroyable de la part de médias, par exemple, qui se targuent d'être des médias très intelligents comme The Economist ou The Financial Times, etc., qui expliquent qu'en gros, le monde, désormais, grâce à la technologie, on est tous sur la même ligne de départ et en fait, du coup, le monde est devenu méritocratique et du coup, les pays qui sont dans la merde, c'est parce que c'est des idiots ou pas. Ça n'a aucun rapport avec la colonisation, aucun rapport avec l'impérialisme, avec la colonialité qui persiste. Je reviens de Dakar. Moi, en fait, quand je me balade dans les rues de Dakar, je me demande comment ce peuple d'une noblesse, d'une dignité aussi incroyable, en fait, les gens, quand moi je vois les phénomènes d'anti-islam, parce que j'ai un problème avec le terme d'islamophobie, parce que moi, je suis converti à l'islam, je ne suis pas une araignée, je suis l'arachnophobie, etc. Ça me peut. Donc non, c'est des comportements anti-musulmans, anti-islam. Eh bien, moi, je me demande comment les Européens n'arrivent pas à comprendre que si ces pays n'étaient pas des pays où les gens ont la foi, mais est venu nous exploser la gueule depuis très longtemps. Donc, en fait, on devrait être reconnaissant aujourd'hui. Au lieu de ça, on a une banalisation des comportements qui aggravent la colonialité présente, avec Bolloré, qui continue de faire son... Bon, maintenant, il a un peu... Il s'est barré, mais en fait, c'est tout ce fric accumulé qui sert aujourd'hui à laver les cerveaux des Français, il a été ponctionné sur les peuples d'Afrique. C'est quand même... Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête.
Alors, tournons-nous vers le vieux continent. Entre le décrochage économique face aux deux géants américains et chinois, la crise énergétique et le retour de la guerre sur son sol, l'Europe paraît plus vulnérable que jamais. Quel avenir pour l'Europe? L'Union européenne a-t-elle encore les moyens de défendre ses intérêts stratégiques et industriels? Ou est-elle condamnée à n'être qu'un terrain d'influence, le vassal des superpuissances? Saïd, vous démarrez? Moi, j'ai toujours été sceptique sur la notion d'Europe. Dès les premiers éléments de construction européens, on s'est bien aperçu qu'on avait affaire à une construction qui était artificielle en réalité. On a un certain nombre d'États qui ont des histoires, qui ont été des histoires conflictuelles, mais qui ne constituent pas une entité en tant que telle. S'il y a des points communs, c'est effectivement des points communs en termes de trajectoire colonisatrice, en termes de mode de construction économique, mais on a eu surtout la confrontation d'impérialisme entre eux qu'une dynamique européenne. Et donc, sur quelle base construire cette Europe? On nous a également dit, dans cette construction européenne, que l'Europe s'était construite pour éviter les guerres. On s'aperçoit que ça ne marche plus, d'une part, et que d'autre part, c'est un regard qui est un regard très eurocentré, en l'occurrence, puisque ce qu'ils appelaient arrêt des guerres, c'était arrêt des guerres sur le territoire européen. En même temps que les guerres s'arrêtaient sur le territoire européen, elles se multipliaient ailleurs sur la planète. On a là une malhonnêteté dans la manière de présenter ce qu'a été l'Europe. Et en réalité, quand on regarde, si on prend en compte ces dimensions-là, il nous reste deux hypothèses. Soit l'Europe s'homogénéise, se coagule autour d'un projet qui était celui qui a été décrit par quelqu'un comme Borrell, le représentant des affaires étrangères, qui présente la situation comme étant le jardin européen face à la jungle africaine. Et bien entendu, il fallait protéger le jardin européen, voire aller aider la jungle africaine à se civiliser. C'est-à-dire le retour du projet colonial. Mais en réalité, cette dimension-là est pour moi, sans doute, donc moi je ne crois pas en l'Europe. Je pense que aujourd'hui, chacun des pays européens a des intérêts qui lui sont spécifiques et a fondamentalement intérêt à s'orienter vers les dynamiques multipolaires qui se construisent dans le monde plutôt que de tenter soit de construire un pôle européen, soit d'être des États vassaux des États-Unis. Cette dynamique de retour à un projet colonial ouvert, brut, net, est quelque chose qui est aujourd'hui la seule réponse que trouvent les élites du capital financier international à la crise du système. Et j'en veux pour preuve le discours que tient Marco Rubio, par exemple, au niveau en février 2026, à la conférence de Munich, qu'on appelle le Davos de la sécurité, donc devant des ministres des Affaires étrangères, des ministres de la Défense, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, et qui est ovationné pour dire cela. Il tient un discours dans lequel il dit, premièrement, nous avons à être fiers de ce que nous avons fait dans les siècles précédents. Autrement dit, il dit pendant plusieurs siècles, l'Occident a dominé le monde et nous pouvons être fiers de l'œuvre. Il dit secondo, ce qui a été dramatique, c'est en 1945 le recul de l'Occident, présenté comme étant un recul. Ça ne veut pas dire qu'il est nazi, mais ça veut dire que ce qui est présenté là, c'est bien cette idée que l'Occident doit repartir à l'offensive. Et c'est d'ailleurs sa conclusion. Troisièmement, il termine en disant nous devons au XXIe siècle retrouver le projet qui a construit notre force dans le passé, autrement dit, retrouver un projet colonial direct. C'est ça en réalité qui se travaille aujourd'hui dans cette minorité qui domine le monde, cette minorité de financiers, de membres du capital financier qui domine le monde, qui est de dire soit la crise qui est la nôtre va aller jusqu'à notre disparition ou notre relégation à un second rang, soit il faut repartir à la conquête du monde. Et en Europe, eh bien certains considèrent que seuls les États-Unis peuvent les conduire à ce retour colonial, alors que d'autres minoritaires, comme en Espagne par exemple, d'autres minoritaires commencent à se poser les questions de dans quel bateau s'embarque-t-on lorsqu'on suit soit l'idée d'une construction européenne comme nouvel impérialisme, soit en suivant les États-Unis. Donc l'Europe aujourd'hui
en réalité, n'offre aucune perspective. Je pense que chacun des États européens aurait intérêt à regarder ses propres intérêts. Félix? Oui, non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord d'abord sur l'analyse, tout simplement sur la. Enfin, ça ne devrait pas être une question. Il ne devrait pas y avoir matière à désaccord, mais l'Europe, c'est une péninsule de l'Eurasie. Voilà. Donc, globalement, on peut essayer de faire genre c'est un continent, mais je pense qu'un gamin de 4 ans peut dire en fait, je ne comprends pas. Par rapport à, voilà, je vous montre tous les continents, là, il y en a un, ça ne marche pas. Bon, donc d'abord, il y a ça, mais boutade à part, bon, cette conférence de Rubio à Munich, elle était ébouriffée. Enfin, moi, honnêtement, encore une fois, moi, je donne je remercie l'administration Trump pour sa capacité à dire les choses, parce qu'en fait, voilà, les Européens, ils n'avaient rien à dire concernant le génocide à Gaza. Ils n'avaient rien à dire sur le fait qu'on bombarde l'Iran en 2025 pendant 12 jours, alors qu'on était en plein négo de paix. Rien à dire. Il n'y a pas un Européen pour dire à Trump, franchement, enfin, je veux dire, la crédibilité des Occidentaux, là, il n'y en a pas un qui bronche. Il n'y en a pas un qui bronche quand Trump envoie ses troupes kidnapper Maduro. Pas un mot. Et tout d'un coup, Groenland. Et là, on voit le texto de Trump de Macron à Trump, qui en gros dit texto. Bon, en gros, sur l'Iran, sur le Liban, sur Israël, tout ça, bon, on vous laisse faire, mais franchement, le Groenland, soyez sympa. Enfin bon, on voit, la position européenne, elle est grotesque aujourd'hui. C'est-à-dire que on parle d'indépendance, de souveraineté énergétique, de trucs, de souveraineté militaire, on veut reconstruire des armées, on fait comme s'il y avait, enfin, ce que Saïd a dit tout à l'heure, c'est pas juste que on a dit qu'on arrêtait les guerres alors qu'en fait les guerres allaient ailleurs, c'est parce qu'elles se sont arrêtées chez nous parce que nous avons pu les externaliser. C'est un peu comme nos usines. Que la mondialisation, voilà, c'est la même chose. Les guerres, on a besoin les armes, on peut pas couper EADS et Dassault et Lockheed Martin et Northrop Grumman. Ça, et comme l'a dit d'ailleurs Saïd également tout à l'heure, aujourd'hui en plus il y a la Silicon Valley dans le mix. Ça, on peut pas arrêter. Donc du coup, il faut juste voilà, c'est pour ça qu'il y a des guerres de proxy partout dans le monde. C'est parce que c'est à ça que ça sert. En fait, la guerre permanente n'est pas un accident de l'Occident. C'est la politique occidentale. Pour ce qui est de l'avenir de l'Europe, moi, ce que je fais aujourd'hui, chaque jour, dans mon journalisme entre guillemets, qui est aussi un activisme en tant que croyant, etc., je le fais notamment pour mes enfants qui sont des Occidentaux. Moi, je veux que mes enfants puissent voir une sorte de bout du tunnel qui aujourd'hui est complètement théorique, où la France et d'autres pays européens seront capables d'avoir des relations vraiment apaisées avec le reste du monde, notamment avec tous les pays qu'ils ont mis à feu et à sang pendant des siècles. Mais pour ça, donc moi, je pense que la seule solution pour l'Europe, et pour les pays européens individuels, parce que je suis assez d'accord avec Saïd sur l'Union européenne, bon, voilà, moi je pense qu'il faut être très clair sur un Frexit, et que chacun en tire les conséquences de son côté, mais il faut que les pays européens fassent des alliances conjoncturelles, mais pas un projet fédéral ou quoi que ce soit de ce genre. Donc il faut sortir de l'Union européenne telle qu'elle s'est dessinée, puisque ça n'a jamais été autre chose qu'un projet de vassalisation vis-à-vis des États-Unis, en réalité.
Et que tout le long, les élites occidentales, dont je viens, moi je viens ma mère est américaine, mon père était austro-allemand, je suis né à Paris, je suis l'OTAN. Bon, donc je suis issu de l'OTAN. Eh bien, moi, on m'a raconté toute ma vie que voilà, c'était le seul moyen qu'il y ait de la paix, que bon, bref, il n'y avait pas de plan B, que c'était le projet le plus progressiste, etc. Bon. Là, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'avoir, encore une fois, des rapports apaisés avec le reste du monde. Et pour ça, pour qu'on puisse construire des trucs avec les BRICS, notamment. C'est ça l'avenir pour la France. C'est d'avoir des rapports différents avec la Chine, l'Iran, l'Inde, le Nigeria, le Sénégal, l'Algérie, etc., le Brésil. Bon, mais pour ça, il va falloir faire un travail de mémoire, il va falloir faire le deuil de encore une fois, de cette propagande qu'on balance à nos peuples et au monde depuis 500 ans. Et c'est les élites atlantistes dont je viens qui ont produit, parce que les seuls que ça arrange, la vassalisation vis-à-vis des États-Unis, c'est 10% des Européens. Les autres, ils se font arnaquer. C'est un peu comme aux États-Unis. Les gens disent oui, les Américains, mais en fait, aux États-Unis, il y a 40% de la population qui n'est pas traitée beaucoup mieux que les Palestiniens. Enfin, pardon. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le niveau de déshumanisation des Américains par les Américains, il est féroce. Il faut se rendre compte. Être pauvre aux États-Unis, c'est vraiment comme vivre sur une autre planète. C'est des gens, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les regarder et qui crèvent. On s'en fout, ce n'est pas notre problème. Donc, la déshumanisation, on l'a fait très bien en interne aussi. Bon, donc, en gros, on a besoin d'alliances, etc. Mais pour ça, il va falloir faire le deuil, le type qui a inventé la catégorie de pervers narcissique, Paul-Claude Racamier. Il dit, notamment, le symptôme, c'est une incapacité au deuil de nos mythologies. Aujourd'hui, les Européens se révèlent incapables de faire le deuil de cette propagande qu'ils déversent à leur peuple et au monde depuis des siècles, en tout cas depuis plus d'un siècle. Et si on ne fait pas ce taf-là, on n'y arrivera jamais à avoir ces alliances qu'on a besoin de façonner aujourd'hui. On ne pourra pas le faire parce que ces peuples diront non. Si vous n'êtes pas prêts à dire les choses, si vous n'êtes pas prêts à reconnaître ce que vous avez fait, démerdez-vous, quoi. Démerdez-vous avec les Américains. Voilà, allez, amusez-vous bien. Alors, le choc n'est pas qu'extérieur, il est aussi interne. La crise de la démocratie représentative est-elle une réalité ? Partout en Europe et en Occident, les élections révèlent une défiance croissante envers les institutions, les médias et les gouvernants. La démocratie représentative semble à bout de souffle. Ma question: pourquoi assiste-t-on à la montée du populisme, de l'extrême droite et des mouvements nationalistes ? Comment expliquez-vous cette poussée au sein même des classes populaires ? Est-ce la conséquence directe du désengagement de l'État et de la casse du modèle social néolibéral ? Saïd, on commence. Alors, je ne sais pas si on a 3 jours pour traiter cette question. Je viens de sortir un ouvrage sur le fascisme et la fascisation qui tente de faire le lien entre la situation aux États-Unis et à l'échelle mondiale et la situation de montée d'un certain nombre de forces fascistes dans différents pays européens. C'est dire que la réponse sera inévitablement caricaturale en quelques minutes. Mais je crois qu'il faut d'abord prendre la mesure de ce que signifie cette crise de la démocratie représentative. Au-delà du fait que les voix puissent s'orienter vers des groupes fascistes ou l'abstention, ça signifie, et c'est en lien avec toutes les questions que nous avons abordées auparavant, ça signifie que le roman justificateur idéologique n'est plus crédible pour la majorité des citoyens. C'est ça que ça signifie. Et c'est un des indicateurs de l'implosion du système qui domine le monde de l'intérieur. Ses propres citoyens ne croient plus
au système qui leur est proposé aujourd'hui. C'est ça la réalité. Par contre, ils ne savent pas donc ils savent ce qu'ils ne veulent plus, ce à quoi ils ne croient plus, mais ils ne savent pas si autre chose est possible. Je pense qu'on est aujourd'hui dans cette situation particulière dans l'histoire des sociétés et des peuples dans lesquels un sentiment d'impuissance peut conduire à effectivement des orientations exactement opposées. C'est pour cela que les phénomènes de crise doivent toujours s'analyser aussi comme des phénomènes d'opportunités émancipatoires. C'est à la fois un risque de basculement vers la guerre, la catastrophe, etc., et un risque de basculement vers l'émancipation. Donc il y a pour moi une crise effectivement idéologique, une crise morale au sein de la plupart des pays qui dominent la planète aujourd'hui. Je pense que cette crise-là, elle se traduit aujourd'hui par des aspirations exactement contradictoires. À la fois des aspirations vers un monde plus égalitaire, avec des rapports sociaux plus transparents, etc. Et que d'un autre côté, également, ça se traduit également le même sentiment vers des pulsions nationalistes, nationalisme au sens européen du terme, parce que le nationalisme dans les pays du Sud signifie pas la même chose, hein, en termes d'instrumentalisation par un certain nombre de forces politiques. En réalité, je pense que nous sommes dans une course de vitesse liée à cette situation particulière de vide idéologique, à une course de vitesse entre ces deux tendances-là, à l'émancipation et à la barbarie en réalité, et à la barbarie. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui prétendraient pouvoir dire qui va l'emporter de cette course de vitesse, je pense qu'ils seraient ce seraient des menteurs. Personne n'est devin, personne n'est marabout ici, et nous ne pouvons pas prévoir. Par contre, ce qui est certain, c'est que on se rend compte qu'il y a des comportements aussi contradictoires que d'un côté, un certain nombre de jeunes qui préfèrent se retirer de la vie sociale officielle pour créer des micro-espaces, en gros, un dégoût du système social tel qu'il fonctionne, qu'on a la montée dans la même direction de forces qui se présentent comme alternatives, comme la France insoumise. Donc ça, c'est d'une part. Et de l'autre côté, on a la multiplication d'actes, en tout cas en France, d'actes et d'agressions que moi je continue d'appeler islamophobes, pas par désaccord avec Félix, mais parce que j'ai choisi moi dans le choix des mots de considérer que quand un dominé a choisi un mot, bien je respecte son choix. Or c'est ce mot-là qui s'est imposé, donc c'est pour cette raison-là que je l'emploie. Donc monter des actes et des comportements et des agressions islamophobes et monter également du Rassemblement national. On voit bien qu'on a une tension, une contradiction. Le point commun entre les deux, c'est le refus du statu quo actuel. La différence, c'est que les uns veulent résoudre la question en réaffirmant violemment la suprématie blanche occidentale, alors que les autres aspirations tentent d'inventer quelque chose de nouveau. Personnellement, je pense qu'en situation de crise, c'est l'avenir qui doit, comme disait Thomas Sankara, oser inventer l'avenir. C'est l'avenir qui doit être le terrain d'exploration et non le passé. Ce que propose un Trump ou un Rubio dans son discours et ce que propose une Marine Le Pen dans un certain nombre de discours nostalgiques, c'est le retour au beau temps du capitalisme non remis en cause, dans lequel il y avait un consensus national autour de l'occupation du monde. Personnellement, je pense que c'est vers l'avenir qu'il faut regarder. C'est une course de vitesse. On verra laquelle des deux l'emportera. Je pense que ça sera différent d'un pays à l'autre. En tout cas, en France, rien n'est joué. Tout est dans cette course. Félix, un complément sur cette poussée populiste et cette défiance. Merci. J'aime pas le terme populisme. J'aime pas les termes qui prétendent que il y a une expression en anglais que j'aime bien, c'est le two-sidism. C'est-à-dire que on ne peut pas recevoir un témoignage palestinien ou même musulman dans une émission aux États-Unis ou en Angleterre ou en France sans qu'il y ait présent quelqu'un qui vienne revendiquer la vision de Tsahal ou de l'Empire ou de... Bah non, en fait, je suis désolé, on n'est pas obligé d'écouter tout le monde et puis les deux sont pas pareils. Et puis donc, pour moi, c'est presque une question de psychologie. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de... Mon combat,
il est contre l'extrême centre. Mon combat, il est contre l'État qui, à force de ne pas faire son taf, de ne pas dire la réalité de l'histoire, de ne pas, encore une fois, de permettre aux gens de se raconter n'importe quoi, de pousser et de créer les conditions pour l'émergence de phénomènes comme le printemps républicain en France, qui est en réalité une sorte d'extrême droite germanopratine qui ne dit pas son nom, qui prétend en plus être de gauche. Enfin, je veux dire, c'est un monde où on est tellement coupé du reste de la planète qu'on n'arrive pas à voir la nature pathétique, même pas pathétique, juste grotesque de prétentions universalistes dans lesquelles personne au monde, au-delà de Paris ou de Saint-Germain-des-Prés, ne se reconnaît. Je veux dire, il y a un problème même, c'est même intellectuellement d'une indigence choquante. Donc, et ça, c'est ce qui gouverne 80% du paysage médiatique français. C'est des gens de droite, de gauche, qui sont d'accord à peu près là-dessus. Donc voilà, moi je suis beaucoup plus mon idée de rupture est beaucoup plus, je vais beaucoup plus loin que le programme de la France Insoumise. Pour moi, par exemple, aujourd'hui, il faut aller vers le démantèlement de l'État d'Israël tel qu'il est, vers un État qui permette à tous les gens de toutes les confessions de coexister avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, et de ne pas arriver à dire ces mots me paraît politiquement répréhensible. Donc voilà, j'ai mes limites, je ne suis pas 100% LFI. En revanche, ce que je dis à mes amis, non seulement mes amis qui sont plutôt raccord avec ma vision du monde, mais avec ceux qui ne le sont pas, notamment à mes amis gaullistes, puisqu'il y en a, les souverainistes, moi j'ai beaucoup de respect pour la vision du monde souverainiste qui est développée par certains en France, même si ce n'est pas du tout ma vision. C'est que je pense que si on les convainc que en fait la seule vraie alternative à laquelle on va avoir droit, en tout cas celle qu'on peut vraiment appeler de nos voeux en tant que gens qui veulent changer un peu le système, c'est une confrontation au deuxième tour entre la France Insoumise et le Rassemblement National, et que quand on regarde l'importance d'avoir quelqu'un avec un peu de stature, un peu de crédibilité sur la scène internationale, parce qu'il va y avoir du taf, on ne peut pas avoir quelqu'un qui soit paresseux et qui n'ait pas le gravitas nécessaire pour porter la France dans ce moment hyper sensible, hyper stratégique. Et donc, j'espère que des gens qui pourraient être tentés de voter pour Marine Le Pen décideront je suis plus de droite que de gauche, mais au bout d'un moment, ce que je veux, c'est la souveraineté de la France. Je veux qu'on soit pris au sérieux sur la scène internationale. Et donc, le seul qui va faire ça correctement, c'est pas Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et dès lors, moi, je vais juste essayer de faire en sorte que cette conversation puisse avoir lieu, parce que pour moi, c'est pas du tout la même chose. Mais en revanche, l'ennemi, c'est celui qui fabrique le vote de Marine Le Pen. C'est pas Marine Le Pen. Marine Le Pen est un épiphénomène. Le Rassemblement national est une sorte elle est repositaire de toutes les frustrations que je comprends de beaucoup de gens en France. Je pense qu'il ferait mieux de donner leur vote à Jean-Luc Mélenchon, mais je vais pas leur cracher à la gueule. Et je pense, en revanche, que ceux qui se foutent vraiment de la gueule des Français, c'est la cohorte de guignols entre Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, c'est-à-dire les Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, François Hollande
et tous les autres, je n'ai même pas le temps de les énumérer, tous ces gens-là, eux, ils sont vraiment, vraiment dangereux. Parce qu'en fait, eux, ils n'ont aucun plan, ils n'ont aucun projet à part de continuer la vassalisation à outrance vis-à-vis des États-Unis, vassalisation qui va mettre ce pays à feu et à sang. Voilà. Alors, messieurs, pour conclure sur l'avenir entre guerre technologique, ressources et bloc contre bloc, quel est selon vous le scénario le plus crédible d'ici 10 ans? Pas trop long, s'il vous plaît. Merci. Je crois qu'il est impossible aujourd'hui de pouvoir mesurer le scénario qui peut s'inscrire dans la réalité. Pour une raison toute simple, c'est que la guerre en Iran nous a montré que les rapports de force n'étaient pas forcément là où on le croyait, que dans les stratégies de ceux qui, en apparence, sont les plus faibles, émergent des formes de contre-stratégies qui sont d'une efficacité redoutable, que les puissances dominantes aujourd'hui, la planète, sous-estiment une dimension essentielle qui est une dimension psychologique, une dimension qu'ils ont du mal à percevoir, qui est par exemple le rapport des peuples qui pendant des siècles ont vu leur droit à une nation leur être confisqué, l'attachement qu'ils ont à cette dimension nationale. Par exemple, en Iran, au-delà des débats idéologiques sur l'accord avec le régime, etc., il y a une dimension de sentiment national. Et si on n'a pas ça en tête, on ne peut pas comprendre pourquoi ça tient aussi fort en Iran. À Cuba, on a la même chose. Quel régime pourrait résister à un blocus de ce type-là? Quel régime n'aurait pas explosé, etc. Il y a des dimensions de sentiments nationaux que les dominants ont du mal à même percevoir et qui sont porteurs d'espoir dans l'imitation. Donc, je m'aventurerai pas dans un scénario. Ce que je pense, c'est que, en tout cas, à court terme, les États-Unis sont loin d'avoir gagné, que ils sont contraints de s'adapter. En réalité, ils sont dans la réaction à chaque étape. Et donc, le fil rouge, on peut les percevoir, mais par contre, l'intensité de l'attaque états-unienne ou des attaques états-uniennes, eh bien, on peut pas le dire à l'avance. Tout dépendra de la durée. Voilà. Donc, je ne répondrai pas à votre question. Merci, Félixa. J'ai presque envie de dire, est-ce que vous pourriez répéter la question? Parce que l'idée, c'est je veux bien d'ailleurs, oui. Le scénario le plus crédible d'ici 10 ans. Ouais, j'ai envie de répondre un peu comme Saïd. J'ai pas de boule de cristal. Le scénario que en fait, et en plus, je répondrai à la chose suivante. J'ai tendance à confondre mes désirs et voilà la réalité qui va émerger. Donc, je me garderai d'aller trop de l'avant, mais je pense qu'on va vers je pense qu'on va vers une accentuation de ce qu'on voit des phénomènes en cours, notamment donc la marginalisation de l'Europe. Je pense pas que ça dépende en fait des Occidentaux aujourd'hui, et comme ils ne sont pas prêts de faire le taf de regarder le passé correctement, je pense que ça c'est un truc qui est en cours. Et celle des États-Unis, encore une fois, c'est relatif et ça va prendre beaucoup de temps. Mais je pense aussi que je pense qu'on va vers le phénomène le plus important, je pense, ça va être le renforcement de ces sahélocraties émergentes. Un grand merci à tous les deux, Félix Marcard et Saïd Bouamama, d'avoir accepté ce débat et d'avoir confronté votre... C'est pas vraiment un débat. Hein. C'est un débat, j'avoue. Je pensais que voilà, les grilles de lecture ne seraient pas tout à fait les mêmes. Mais bon, voilà, ravi en tous les cas d'avoir permis cet échange. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce grand entretien. À très bientôt sur Observe Actu et Black Elephant. J'espère t'accueillir sur Black Elephant un de ces jours. Je serais très heureux de t'interviewer. Top. Avec plaisir. Allez, merci, à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.